Une remontada, c'est ce qu'il nous avait promis. Remontada, c'est ce que nous avons eu hier. Aucun jeu, aucune inspiration, aucune magie. Une année exceptionnelle, puis le vide intersidéral pour cette équipe du Real Madrid. Le Bernabéu a perdu sa magie. Les Galactiques ne sont hélas plus galactiques. Remake du Paris Saint-Germain version Kylian Mbappé, Messi, Neymar. Voilà ce à quoi nous avons eu droit hier. Des coupables, la presse mondiale recherche. Un coupable, la population madrilène a désigné. Comment Madrid, le Real, le grand Real, en est arrivé là? Un vestiaire au bord de l'implosion, des hommes sur un siège éjectable. Les coupables sont tous désignés. Mbappé, la tête de gondole avec un accueil qui a été tout bonnement démesuré. Ancelotti, critiqué pour un manque de jeu et des choix complètement incompréhensibles. Florentino Pérez, est-ce que c'est pas lui le responsable premier de cet échec madrilène, de cet échec exactement parce que ses choix sont absolument discutables? Voilà les coupables qu'on appelle aujourd'hui à la barre. Et pour analyser ce coupable, on a fait appel à un panel d'experts. On a Stéphane ainsi que Palme d'Or qui sont présents ici pour analyser, débriefer l'effondrement qu'il y a eu hier du côté de Madrid. Stéphane, on sait que tu es un amoureux de Madrid. Stéphane, qu'est-ce qui s'est passé hier dans ce stade-là? Déjà, bonsoir Parisien, bonsoir Palme. Nous sommes comme ça donc le 17 avril 2025. Nous sommes tout simplement le lendemain de la débâcle qu'a subi le Real Madrid. La grosse désillusion de la part de beaucoup, un bon nombre de fans de Madrid. Et moi, j'en veux un peu à ce Real Madrid. Hein? J'ai un peu de la peine pour toutes ces personnes-là qui ont cru à la remontada parce que oui, il y avait en quelque sorte une campagne de la part du Real Madrid de nous faire croire qu'il y aura une remontada. Moi, j'étais assez sceptique à cette idée-là parce que vous ne pouvez pas, en moins d'une semaine, réinventer le contenu de votre football. Vous nous avez proposé quelque chose qui, pour moi, est trop faible, trop minime pour pouvoir être à ce niveau de la compétition. Et vous ne pouvez pas vendre un projet, pour moi, qui était quasiment impossible à rendre. Donc, il y a, logiquement, pour moi, Arsenal a mérité de gagner son match. Il y a eu, pour moi, l'arbitrage était correct, même si c'était mon parent, le penalty sur Mbappé, il y a penalty ou pas. Mais pour moi, l'arbitrage dans l'ordre général, il était assez correct. Et je pense même, à certains moments, parfois, il y avait possibilité de donner des cartons jaunes aux joueurs de Madrid parce que ils avaient un surplus d'énergie. Parfois, à certaines occasions, ils auraient pu prendre les cartons jaunes aussi. En tout cas, c'est dans les deux côtés parce qu'aussi, côté Arsenal, il y avait aussi des actions où on pouvait donner des cartons jaunes. Mais j'ai compris un peu le leitmotiv de l'arbitre. Le leitmotiv de l'arbitre, il voulait en quelque sorte laisser jouer. Tu vois, il ne voulait pas qu'il y ait trop d'interruptions parce qu'en vrai, il y avait tellement de niaques et il y avait beaucoup de fautes en tout cas. C'est noté. Bon, si on cherche un responsable, comme tu l'as si bien dit, pour moi personnellement, comme je le dis depuis, je pense qu'il n'y a pas une seule personne sur laquelle on doit taper. Il y a le président Pires, vraiment à un certain niveau. Il a ses torts et je pense qu'en début de saison, il avait dit que cette saison va être compliquée parce qu'il savait très bien ce qu'il faisait. Et je pense qu'il y a également Carlo Ancelotti et je pense qu'il y a déjà une rumeur selon laquelle, qui se confirme d'ailleurs que il y aurait Xabi Alonso qui aura un accord avec Leverkusen qui pourrait quitter Leverkusen avec une récompense en quelque sorte, une indemnité de 10 millions à peu près que le Real pourrait verser pour pouvoir s'acquisitionner ce Xabi Alonso. Et peut-être aussi Klopp qui a dit que les deux clubs pour lesquels ou bien la sélection du Brésil et le Real Madrid pourraient faire en sorte qu'il puisse rejoindre, du moins désister à son rôle qu'il a au sein des Red Bulls. Donc j'ai envie de te dire aujourd'hui, il y a des joueurs pour moi aussi également qui ont lâché le coach, qui ont lâché la direction. Dans ce match que j'ai regardé hier, pour moi, je ressors Courtois, je ressors Vinicius, pour moi, qui a vraiment tout donné sur le terrain. Et les statistiques peuvent dire la vérité, peuvent tout simplement confirmer tout cela. Et aussi peut-être Tchouaméni au milieu de terrain, parfois, qui était pas mal, en fait, qui était normal. Mais sinon, dans l'ensemble, j'ai été déçu de la part de ces joueurs. Mais j'avais pas une grosse attente, honnêtement. Moi, personnellement, vu que je connais le contenu qu'il propose depuis le début de saison, je savais qu'il n'allait rien se passer d'exceptionnel. Tout ce que je voulais, j'attendais vraiment c'était au moins la victoire à domicile, tu vois. Question de vraiment laver l'honneur et pour finir sur une bonne marche, tout simplement. On va revenir sur les coupables, ne t'inquiète pas. Et quand on regarde un peu les
fait marquant durant ce match-là. Le Real était attendu à domicile. Le Real devait au moins répondre, envoyer le meilleur visage possible. Et le Real a été tout bonnement piteux sur son terrain. Le Real a été défait sur le score de 2-1 par cette équipe d'Arsenal. Et Saka marque le premier but à la 65e minute. Mais Vinicius réagit et redonne de l'espoir à toute la population madrilène. À la 67e minute, 2 minutes plus tard, il égalise. Martinelli vient crucifier les derniers espoirs, même s'il en restait vraiment plus beaucoup. À la 93e minute, car le match était quasiment déjà terminé. Quand on regarde pourtant les menaces, les moments où est-ce que les deux équipes ont pu avoir des menaces en termes d'attaque, on voit comme d'habitude, vous aimez exactement un peu cette statistique-là. C'est le Real qui a quand même le plus dominé dans le match en matière de statistiques. Regardez, vous voyez beaucoup de bleus, très peu de rouges, parce que le Real a eu 18 tirs, 18 contre seulement 12 tirs, 12 tirs pour quand même cette équipe d'Arsenal. En termes de grandes chances, malgré 18 tirs, les plus grandes chances dans ce match-là sont attribuées à cette équipe d'Arsenal avec 3 grandes chances, alors que le Real ne s'en tire qu'avec une seule grande chance. Et pourtant, il y a également des faits importants. Jaune qui est important, c'était le carton jaune de Thomas Partey. Partey qui sera également absent durant les demi-finales de la compétition. Toi, Palme d'Or, quand tu regardes un peu toutes ces statistiques-là, qu'est-ce que tu en penses, Palme d'Or? On t'écoute. Déjà, bonjour Parisiens, bonjour Stéphane, bonjour les passionnés du football, ceux qui nous écoutent, et merci toujours de prêter attention à nous. Tu vois, c'est un peu paradoxal. Quand moi j'écoute les Madrilènes et ce qui se passe, déjà je dirais pour moi, le coupable c'est Pérez, mais en même temps, ce n'est pas Pérez. Pourquoi je le dis? À entendre les supporters, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde que leur président. Pérez, c'est un monsieur qui est très intelligent parisien et il ne commet pas les mêmes erreurs que le Barça. Lorsque le Real de Madrid a perdu Toni Kroos, on pouvait se précipiter et prendre un milieu de terrain parce que le Real a ce problème-là, le problème d'un milieu de terrain qui saura vraiment alimenter l'attaque là. Quand on me parle de Bellingham, moi je le dis toujours, Bellingham est tout sauf un milieu de terrain où soit il fuit sa responsabilité. Donc le Real de Madrid a besoin de ce milieu comme Vris, comme Pedri, un milieu pourvoyeur de ballon qui va alimenter l'attaque là. Mais Pérez, il ne se jette pas à l'abordage sur le mercato pour payer des joueurs comme l'a fait le Barça à ses dépens. Il est patient et il veut construire une équipe sur des années. Donc là, pour moi, Pérez, dans sa logique à lui, il n'y a pas de panique, il n'y a pas de problème au Real de Madrid. C'est une année en griffe à sacrifier pour avoir un avenir meilleur. Mais quand tu regardes le contexte du match que nous on a vu hier là, à un moment donné, on a tellement dit et les gens ne nous ont pas cru, mais finalement, les faits sont là. Est-ce qu'il faut tout le temps jouer avec le mental ou bien il faut construire une équipe digne du nom et ajouter ce mental-là pour gagner des matchs? Le Real de Madrid a menti à plusieurs équipes que le mental, et avec ce mental-là, on peut tout faire. Arsenal que moi j'ai vu hier, Arsenal savait quoi faire sur le terrain. Moi, j'étais impressionné par le mouvement des joueurs d'Arsenal. Ils ont cadré le terrain et chaque joueur qui se déplaçait, il n'y avait rien d'inutile dans son déplacement. Il savait quoi faire dans son déplacement. Et le truc s'est révélé déjà par le but que Arsenal a fini par marquer et par le coup fatal que Arsenal a envoyé au Real en terminant ce match-là 2-1. Le Real de Madrid, c'est une équipe très décousue, une équipe qui n'a pas d'âme, qui n'a pas un leader sur le terrain, une équipe qui est abandonnée à elle-même. Et j'ai envie de dire, bien fait pour eux, parce que tout le temps, ils nous ont fait croire que le mental seul peut suffire. Arsenal les a prouvés qu'il faut retourner à la classe. Oui, en tout cas, Stéphane, ce que vient de dire Palme d'Or, c'est que cette équipe-là n'a pas d'âme. Est-ce que tu le rejoins sur ça et que tu penses que Palme d'Or, il pousse le bouchon un peu trop loin et que là, tu n'es pas forcément d'accord par rapport à sa définition ainsi qu'à à son analyse sur cette équipe du Real Madrid? Alors, ce que je peux dire en réponse à ce que Palme d'Or vient de dire, c'est, moi, je pense pas que c'est pas un souci d'âme. Parce que cette équipe-ci, de par son histoire, déjà, il est indéniable.
cette équipe a une âme. Ce club, même en lui-même, a une âme. Mais le problème, il faut savoir une chose, c'est que quand il n'y a pas d'organisation dans toute chose, il se produit ce genre de choses. Ça veut dire que tu peux avoir les plus beaux joueurs, les joueurs les plus talentueux du monde, les joueurs qualitatifs, mais tant qu'il n'y a pas d'organisation, quand c'est pas structuré comme il faut, il se produit ce genre de choses. Et tout à l'heure, on parlait justement du fait qu'il y a des responsables à ce qui se passe actuellement aussi. Moi, c'est pas aujourd'hui que je me plains, hein, parce que je vois, il y a beaucoup, ils retournent leur veste maintenant en se plaignant. Moi, je me plains depuis le début de saison. Déjà, le match face à Atlanta, lorsqu'on joue la Super Coupe d'Europe, là, face à Atlanta en début de saison, l'absence de Kroos et l'incrustation de Mbappé dans le système à 3 devant avec Rodrigo, Mbappé, Vinicius et Bellingham. Bref, vous avez compris. J'ai directement compris. Déjà, quand vous regardez la première mi-temps de ce match-là, Atlanta nous menace. On sent qu'il n'y a pas cet équilibre. On sent que c'est compliqué. C'est en deuxième mi-temps, vraiment, où tu vois Bellingham sortir le jeu, tu vois Vinicius monter en puissance. On force pratiquement pour que Mbappé puisse marquer. C'est là que j'ai senti qu'en fait, cette équipe, c'est attention. Quand j'ai regardé le premier match de Ligue, je me dit, ah ouais, direct, moi, j'ai pas besoin d'attendre 100 matchs. Tout comme je n'ai pas besoin d'attendre le quatrième match du Barça pour savoir que ce Barça, s'il joue, pour moi, c'est sous régime. C'est aussi comme ça que j'ai directement compris que ce Real Madrid, c'est en début de saison, à peine le premier match de Ligue et même le match en finale de Super Coupe d'Europe, j'ai su que cette équipe-ci aura des problèmes cette saison, s'il y a du mal. C'est compliqué, ce n'est plus fluide. C'est vrai qu'on disait que la saison dernière, par exemple, comme l'a toujours si bien dit, il y avait ces structures-là, même si ce n'était pas beau à voir, mais il y avait des garanties, on avait des points sur lesquels on pouvait s'appuyer. Cette saison-ci, quand je voyais certains qui étaient en train de parler de remontade, j'ai dit, mais attends, quand vous regardez, quand vous parlez de remontade et que vous croyez à ça, honnêtement, c'est juste ça va au-delà même du fanatisme, c'est le spirituel. Parce que quand tu regardes le contenu qu'a produit ces gars cette saison-ci, c'est catastrophique. Je dis en Liga, début de saison, Las Palmas, peu importe l'équipe qui était en face de nous, on n'arrivait pas à conserver le ballon, on n'arrivait pas à les mettre en difficulté. Et c'est pas ça. Arsenal, une équipe qui est rodée, non seulement qui est tactiquement, qui a une structure meilleure, qui joue depuis 3 ans, qui est très bonne, c'est eux que vous allez réussir à battre. C'était indéniable. Pour moi, la défaite, elle est tout simplement logique. Et même quand ils décident, parce qu'on dit que oui, non, ils sont préparés, on a vu des sessions où ils travaillent le pressing. Quel pressing vous parlez? Quand on regarde à la fin du match, on regarde les kilomètres parcourus par les deux équipes. Arsenal dépasse toujours avec pratiquement 8 kilomètres de plus que le Real Madrid. Au dégât, je pense, le jeu qui est le plus couru. Vous parlez de quoi? Donc, à un moment donné, il y a des joueurs pour moi qui sont responsables. Il y a un coach pour moi qui n'a plus sa place. Son discours ne passe plus. C'est un coach qui ne sait pas faire avec ce qu'il a. Il ne sait pas faire avec ce qu'il a. Je suis désolé. Il n'a pas de fond de jeu. Il n'a pas de fond de jeu. On le répète depuis. Et moi, j'ai dit, le Pérez aussi, sa direction sont responsables aussi de tout ça. Parce qu'il y a eu des périodes de mercato, il aurait pu recruter des joueurs dont on a besoin. Une équipe qui a un joueur comme Fran Garcia, qui est connu, ce n'est pas le meilleur latéral gauche du monde, mais qui est connu pour être très rapide et aussi avec une qualité de centre exceptionnelle. Toi, en tant que coach, utilise ce joueur-là, met sa qualité à profit, exploite sa qualité. Et on a centré, je sais pas combien de centres on a fait, mais ça doit être presque une vingtaine de centres. Voire même plus que ça. Il n'y avait pas de 9 pour tuer. Alors que tu avais un Rossello, je pense que il y a un joueur que Courtois fait justement cette remarque. Si tu n'arrives pas à poser le ballon donc au sol et tu veux juste les centres, dans ce cas, exploite tes centres en mettant un joueur qui a ce profil. Pourquoi tu me fais garder Mbappé qui est tout le temps en train de dézoner la surface, qui rentre chercher les ballons au milieu du terrain? Il pèse pas sur les défenses. Hendrick est entré. Après, il a eu 3 occasions à lui seul, le petit là. Mbappé n'a eu 0 tir cadré. Vinicius, c'est le seul pour moi, comme j'ai dit tout à l'heure, qui pour moi a essayé, qui a montré que lui, il a mouillé le maillot et que c'est sur lui qu'on doit se baser pour construire cette équipe et non sur la frite de Mbappé. D'accord. Attends, je peux intervenir un peu aussi, Palme d'Or, sur la question. Je vais faire bien une pierre deux coups par rapport à un point important. On a parlé, et Stéphane nous a souligné un point important qui est Carlo Ancelotti. Il a beaucoup parlé de Carlo Ancelotti, peut-être qu'il aurait aimé également embrayer sur la direction, mais toi, Palme d'Or, par rapport à Carlo Ancelotti, est-ce que tu penses que les responsabilités, c'est du Carlo Ancelotti, ou est-ce que tu penses que les responsabilités vont chercher beaucoup plus haut par rapport notamment au président? Le président qui est parti chercher un Kylian Mbappé. Et on a l'impression qu'avec Kylian Mbappé, toute l'équipe a été d'une certaine manière déstructurée. On a l'impression que le Real Madrid, c'était le Paris Saint-Germain des années précédentes.
Qu'est-ce que toi t'en penses de ton côté? Est-ce que c'est la faute à ou éventuellement la faute, c'est plutôt Florentino Pérez, c'est toi qui en faisant venir Kylian Mbappé, a déstabilisé tout l'équilibre du vestiaire. Donc écoute, alors. Mais tu vois, Parisien, encore une fois, moi je le dis, hein, la faute n'est pas à Ancelotti. Je suis désolé. Je ne vois pas Ancelotti coupable. Pour moi, c'est le président. Un entraîneur qui vous demande des joueurs et vous lui mettez des joueurs dans ses pattes. Vous lui donnez carrément une équipe bancale. Quand je parlais d'âme d'équipe, je dis aujourd'hui, ce Real n'a pas d'âme. L'âme de l'équipe, ce que Stéphane n'a pas compris chez moi, c'est que c'est Toni Kroos. Pour moi, j'estime que toute grande équipe a un joueur qui coordonne tout sur le terrain. Et les gens ont tendance à minimiser, sinon à reconnaître même pas à sa juste valeur l'absence de Toni Kroos. Quand tu perds ce joueur-là, tu dois écouter forcément ton entraîneur. Tu lui amènes un joueur aujourd'hui qui est un joueur problématique. Je suis désolé de le dire comme ça. Mbappé, c'est un joueur problématique au Real de Madrid. Dans cette mesure, moi, je ne peux pas accuser l'entraîneur, je ne peux qu'accuser le président qui crée des problèmes à son club et surtout à son entraîneur. Ancelotti, si on lui avait donné ce qu'il veut, il aurait aimé garder Roselu déjà. Il aurait aimé avoir un milieu de terrain, même si ce n'est pas la taille de Toni Kroos, un milieu quand même capable de combler, autant soit peu quand même, l'absence de Toni Kroos. Mais aujourd'hui, il fait avec ce qu'il a. Et comme on le dit souvent, tu as beau avoir toutes les richesses du monde parisien, il y a des maladies incurables que ton argent ne pourra jamais guérir. Et c'est ce qui arrive à Ancelotti. Stéphane, intervient. Ouais, je peux réagir vite fait sur ce que Palm vient de dire. En fait, il faut savoir une chose, c'est que on ne dit pas que Carlo Ancelotti est le seul responsable, l'unique responsable. Il a sa part de responsabilité. On ne dit pas que les joueurs, certains joueurs sont les seuls uniques responsables, ils ont leur part de responsabilité. Pareil pour la direction, pareil pour Pérez. Mais par rapport à Carlo Ancelotti, il faut savoir une chose, c'est que il a sa part de responsabilité. Pourquoi? Parce que à certains moments, quand il fallait faire des 11, tu vois, il a fait des 11 calamiteux et qui étaient vraiment discutables, vraiment au 7e degré. À des moments où il fallait faire des changements, il nous a abusé clairement. Tu as fait venir un jeune Hendrik qui a besoin justement de temps de jeu. Un petit, à chaque fois quand il entrait dans le jeu, le gars te mettait des buts, il te sauvait pratiquement certains matchs, il faisait la différence. Même encore pas de derrière, on a pu le voir. C'est un réel neuf. Il a cette qualité. Mais Ancelotti est de la vieille école. À un moment donné, je parlais justement de la venue d'un coach un peu plus moderne, un coach justement qui donne la chance aux jeunes. Ancelotti fait partie de la vieille école. Il compte sur ses anciennes gloires, ses anciens succès. Il ne va jamais donner la chance à ces jeunes-là. Un petit comme Ada Güler, bientôt 2 saisons au Real. Un petit à chaque fois dans ses entrées où on voyait de belles choses, on voyait les éclairs du génie. Parce qu'il n'a pas de régularité. Un, des petits comme ça, talentueux, qu'on tue le talent en quelque sorte. Parce que ce coach est en train de tuer le talent de ces joueurs. Tu ne peux pas forcer un Mbappé qui n'a pas ce profil de neuf. On continue à insister, on force. C'est vrai que Pérez a forcé parce que comme je l'ai dit toujours, on joue avec 3 ailiers gauche entre Rodrigo, Mbappé, Vinicius. Mais Carlo Ancelotti, en tant que coach, qui se veut être pragmatique à certains moments, à prendre des décisions justement et assumer derrière, il n'a pas de coronesse. On se dit la vérité. Il se base toujours sur ses anciennes gloires. Il n'a pas de coronesse. Il ne fait pas ce qu'on appelle, comment on dit, prendre des décisions, hein, prendre des risques de foi. Parce que quand tu mets un Mbappé en tant que neuf, il n'est pas neuf. Ça se voit clairement qu'il a du mal. Dans ce cas, pourquoi ne pas essayer de basculer Mbappé, même si tu veux le faire à tout prix jouer? Vu qu'on sait que c'est la nouvelle recrue, c'est la star en quelque sorte, on peut pas le mettre sur le banc. Fais-le décaler à droite. Fais-le jouer à droite. À Monaco, il a essayé de jouer à droite. Essaye ça. Il n'a jamais essayé ça, on a vu. Essaye de le faire jouer à droite et tu nous mets un vrai neuf qui va peser sur les défenses. Mets-nous un vrai neuf qui va peser sur les défenses. Et à la limite, tu fais reculer Bellingham. À certains moments, je dis que lui, il a sa part de responsabilité parce que même son 11 en train de dire, tu prends Alaba qui nous a fait des entrées calamiteuses cette saison-ci, depuis son retour. En Liga, il nous a vendu des matchs où il a fallu même nous vendre. Il nous a vendu pratiquement 2 buts contre son camp en Copa del Rey face à Real Sociedad. On continue à lui faire confiance. Le match aller face à Arsenal encore, il a été calamiteux, mais il est toujours là. Moi, je pense que le problème vient aussi des joueurs. Je pense que pour moi, il y a des joueurs pour moi qui sont pour taquet. Ils sont pour taquet. Moi, des joueurs comme Rudiger, il est pas au niveau. Raoul Asensio, comme je le dis, pour moi, c'est celui le seul qui
reste encore la tête sur l'eau, au-dessus de l'eau. Vasquez, c'est insupportable. Hein? Quand tu vois Militao, on l'a pas. Cavani, on l'a pas. C'est bien, ok, d'accord. Mais l'autre côté, Fran Garcia, il essaye. Pour moi, il essaye, honnêtement. Je trouve qu'il n'est pas dégueulasse, comme beaucoup le disent. Je trouve que quand tu essaies de regarder, même sur les lignes défensives, je pense que c'est lui qui se bat le plus, qui mouille vraiment le maillot. Même si il n'a pas la qualité, ou c'est pas un grand nom. Hein? Donc, pour moi, je dis, ça revient toujours au coach. Parce que même la structure du jeu, la forme, l'esprit, on parlait d'âme justement là. Dans ton équipe, tu dois justement insuffler cette âme-là de part. On doit voir ta touche, on doit voir ta patte. Mais Sauf le que lui n'a problème pas de par rapport à ça structure. aussi, Stéphane, c'est que lorsque ta structure est impactée par celui qui est au-dessus, qui dit, donne les instructions, qui te fait venir exactement un joueur et te dit de faire avec ce joueur, il te l'impose par du fait que il est le plus gros salaire du club, il doit absolument être titulaire. La dernière fois, on a analysé ça dans une autre vidéo qu'on a tournée ensemble. Il a quasiment joué l'ensemble des matchs lorsqu'il était disponible cette saison. Il s'est quasiment jamais assis sur le banc de touche. Donc, du coup, moi, quand je regarde un peu ce que disait Paul également, est-ce que le problème, ce n'est pas au-dessus? Parce que Kylian Mbappé, il n'était pas vous n'aviez pas besoin d'un Kylian du côté du Real Madrid. Et Je suis d'accord. c'est Florentino Pérez qui va chercher le problème qu'on avait à Paris pour vous le transférer chez vous. Je Moi, suis parle-moi directement, parfaitement qu'est-ce que toi d'accord. tu en penses? Est-ce que tu penses que tu es d'accord avec ça ou c'est quoi ton analyse par rapport à Kylian Mbappé? D'ailleurs, avant que tu de te laisser parler Kylian, enfin, avant de te laisser parler, parle, la presse a été absolument difficile, fort, Mais, par rapport à Kylian. Ils ont dit, C'est il injuste. ne Moi, je sera trouve que c'est jamais injuste. Cristiano Ronaldo. Il C'est juste. n'aura jamais son leadership ni son caractère. Ça, c'était la Cadena Nasser. On pensait qu'il venait pour confirmer ce qu'il était à Paris. Mais si on enlève son triplé contre City, ce n'est pas qu'il ne tente pas, mais il n'est pas différentiel. On le sent anxieux. Les gens ont voulu voir en Mbappé, un nouveau Cristiano Ronaldo, mais il est à des années-lumière de Cristiano Ronaldo. Il y en a un autre qui dit Mbappé, il ne faut pas le comparer avec Cristiano, il faut le comparer avec Vinicius. Et au final, c'est le Real qui est perdant. En tout cas, les critiques sont tellement dures dans la presse aujourd'hui par rapport à Kylian Mbappé, mérité ou pas. Vas-y, parle d'or. mais moi, tu vois, Parisien, il mérite ce qui lui arrive. Le football a tellement régressé que il faut pas insulter, même si moi je suis fan de Messi, il a fait le Barça, faut pas insulter celui qu'on appelle Cristiano Ronaldo. Mbappé n'a même pas le cas de son talent. Je vais renvoyer les gens pour aller regarder les vidéos, ceux qui n'ont pas connu ce Cristiano qui a débuté à Manchester United dans le couloir. Lorsqu'il jouait comme un milieu faux attaquant sur le côté là. Ce Cristiano-là, Mbappé n'a même pas le quart de son jeu. C'est un joueur très technique, un joueur qui savait jouer des deux pieds, qui savait dribbler, qui avait une puissance de frappe terrible, qui pouvait marquer des buts de 35 mètres, qui avait déjà son jeu de tête, même s'il n'avait pas sa morphologie qu'il a eu au Real, il fallait voir ce gars-là. Maintenant, ce que moi je dis, et forcément l'entraîneur n'a pas de responsabilité. Je le concède à Stéphane, mais est-ce que c'est l'entraîneur qui a demandé la venue de Hendrik? Je ne pense pas. Ancelotti n'a rien à foutre de Hendrik, c'est malgré lui qui le met sur le terrain, sinon il ne va jamais demander ce joueur-là. On le met Mbappé, je le répète, dans les jambes. Mbappé qui a le même poste de prédiation que Vinicius. Vinicius qui n'a pas les aptitudes d'un neuf pour que Mbappé puisse jouer dans le couloir. Et Rodrigo qui a créé tous les problèmes au Real de Madrid parce qu'il était l'un des attaquants les plus performants dans le trio. Quitte à ne plus sortir du 11, Ancelotti n'avait pas le choix que de faire avec ce Mbappé qui a un gros nom et déjà Hendrik qui n'a pas demandé à avoir. Et quand on insulte aujourd'hui Mbappé dans la presse, moi je dis, il le mérite, le Parisien. Il a fait des vidéos sur lesquelles moi je suis tombé où il dit, il connaît déjà tout du football, en tout cas de son rôle d'attaquant. Il maîtrise déjà tout ce qu'on peut apprendre en tant qu'attaquant. Et aujourd'hui, il n'a plus besoin de dribbler pour marquer des buts. J'invite les gens à aller voir la vidéo. En gros, il nous dit qu'il a atteint le sommet. Après Dieu, c'est lui à son poste. Aujourd'hui, qui nous pond des matchs comme ça, où il faut lui balancer de ballon à des kilomètres, et lui doit forcément courir pour montrer qu'il est fort. Alors que tu n'es pas Usain Bolt, il faut courir avec le ballon, c'est plus compliqué. Tu ne peux pas prétendre
atteindre le sommet. Et je suis d'accord avec la presse espagnole de lui tomber dessus. Mais est-ce que la pire déclaration, Stéphane, est-ce qu'elle ne vient pas de l'intérieur, Stéphane? Lorsque Thibaut Courtois dit, on a beaucoup centré, mais on n'avait pas un joueur comme Rosselló. C'est pas l'implosion d'un vestiaire, ça. Est-ce que c'est pas Thibaut Courtois? Je te pose une question. Je comprends, tu es un amoureux de Madrid, mais est-ce que cette déclaration, est-ce qu'il fallait la faire là? On sait que tu as une finale à jouer, tu as l'ego de Kylian Mbappé. Est-ce que c'est pas le début de l'implosion? Avant de répondre à ta question par rapport à ce que Thibaut Courtois a dévoilé, je pense qu'il a parlé avec le fond de son cœur, le fond de sa pensée. Et pour moi, je trouve que c'est bien, tu vois. Tout comme je trouve que ceci est également bien que cette équipe du Real Madrid ait perdu. Je t'avais dit ça, non? On avait fait une vidéo, je te disais que une partie de moi veut que ces gars se perdent à domicile et peut-être reçoivent même une grosse claque pour que ça puisse faire bouger les choses. Et comme ils ont perdu là, tu as vu, il y a eu des mouvements. Tout à l'heure, j'ai parlé du fait que il se pourrait qu'il y ait Xabi Alonso qui vienne avec une indemnité de 10 millions du côté du Leverkusen. Et il se pourrait aussi également que Klopp fasse son retour. Tu as parlé? Je te suis pas. Oui, vas-y. Ok. Je disais tantôt que... Ok. Je ne te suis pas, hein. Par exemple, je te suis pas toujours. D'abord, je disais tantôt que par rapport à ce que Thibaut Courtois dit, je trouve que il a parlé avec le fond de son cœur et je trouve que c'est même bien parce que ça permet de voir qu'il y a des joueurs justement qui en ont ras-le-bol à un moment donné de ce qui se passe au club. Parce que on avait l'impression toujours que c'était un secret de polichinelle, que on n'en parle pas, que non, tout va bien. Parce que Carlo Ancelotti aime bien faire ça, toujours mettre tout sur le tapis. Non, tout va bien, on va gérer. Il faut penser à autre chose, se concentrer. Non, non, à un moment donné, il faut qu'on soit cru, qu'on dise les vérités pour qu'on puisse avancer. Hein. Parce que nous, faut pas nous prendre pour des cons. Moi, je dis souvent que à un moment donné, c'est vrai que oui, on aime le club et qu'on a tellement d'émotions. Je me dis que si moi je vois ça, ça veut dire que la direction voit ça, tout le monde voit ça. Ça veut dire que c'est pas nous qui sommes fous. C'est eux, ils sont censés voir ça et faire des choses. Donc, je pense que vu qu'il y a eu cette dégringade-là, je pense qu'il y aura des choses qui vont bouger. Et comme on a vu sur les médias sportifs actuellement, ça va un peu essayer de bouger. Donc, Courtois, je trouve que c'est légitime d'avoir dit ça et c'est bien. Maintenant, je vais revenir sur un autre aspect par rapport au coaching d'Ancelotti. Tout à l'heure, on me dit qu'il a demandé des joueurs, on lui a donné d'autres joueurs. J'ai envie de dire que il n'a pas des joueurs dégueulasses actuellement aussi. Il a des jeunes prodiges. Hendrick n'est pas un joueur banal. Je suis désolé. Hendrick part dans un club, je sais pas, il part peut-être à Arsenal ou bien, je sais pas, il part peut-être à Paris. Il peut faire ses classes. Il peut apporter. Donc, ce que j'ai envie de dire, on parle également du petit, du génie turc Arda Güler. C'est un petit qui a de la qualité. On le voit de son équipe nationale. Hendrick, on l'a vu mais un peu au Brésil et tout, même en équipe nationale, il a brillé dans certains matchs, il a marqué. On l'a même vu au Real où il a fait des différences dans certains matchs, il a sauvé des matchs. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que Carlo Ancelotti a des joueurs, mais je pense que c'est lui qui est trop de la vieille école. Quand on parle de patte, quand on dit qu'un coach a sa patte, qu'il arrive justement à souffler une certaine patte de jeu. Thibaut Courtois le dit, ce n'est pas moi. On va dire que je suis pas un spécialiste, je n'ai jamais joué au ballon, je suis pas un professionnel, je ne connais rien. Thibaut Courtois, lui-même, il a dit, on ne peut pas tout le temps être individualiste, balancer le ballon, et puis Vinicius doit faire la magie, Rodrigo doit faire la magie, ou bien Mbappé doit faire la magie. À un moment donné, il faut qu'il y ait un fond de jeu. Et le fond de jeu vient de qui? Le fond de jeu vient du coach. Donc, ce n'est pas un problème forcément. Je sais qu'il y a un problème d'effectif. Il y a des joueurs, par exemple, qui pour moi ne sont pas au niveau. Mais ça, c'est beaucoup plus le fond du jeu. Vous savez, Carlo Ancelotti, il s'est toujours basé sur des grands joueurs. C'est-à-dire, il a été comme milieu de terrain. Le cas de Kroos. À l'époque, par exemple, à Juventus, je sais pas si c'était à AC Milan, je sais pas si c'était à la Juventus, c'était à Milan, oui, à Milan. Il avait Pirlo, qui gérait la baguette au milieu de terrain. Il se bat avec Kroos au Real, mais c'était pareil. Même Zidane l'avait dit. Quand tu as Kroos au milieu de terrain, tu n'as plus besoin de faire 10 000 passes. Zidane l'avait dit, et c'est vrai. Et il faut savoir que des coachs comme Carlo Ancelotti sont incapables d'insuffler une patte à une équipe. Et ça se voit aujourd'hui depuis que Kroos est parti. C'est pas une équipe qui pose le ballon. C'est pas une équipe qui sait conserver. C'est pas une équipe qui a le don de savoir presser, de faire le contre-pressing. Ils ne savent rien faire de ça. Défensivement, tu vois, il n'y a pas de structure. C'est vraiment du harambol. C'est-à-dire que tout le monde est embrouillé. Même offensivement, quand tu les vois attaquer, tu as l'impression qu'il n'y a aucune coordination. Pour Arsenal, c'était des beignets aux crevettes de les défendre. Parce que c'est tellement brouillon.
c'était un déchet total. Tu as l'impression que ces gars n'ont pas de structure, de statut. Tu as l'impression qu'aux entraînements, ils jouent au billes. Pourtant, c'est des joueurs de qualité. Je vous rassure que Vinicius, pas dans un club quelconque actuellement en Europe, il va s'en sortir. On va me parler des joueurs qui sont dégueulasses, mais je suis désolé. C'est par rapport à la forme de tout un groupe. C'est Laissez-moi noté. vous dire que quand un groupe, je finis sur ça, laissez-moi vous dire quand un groupe est bien structuré, ils sont meilleurs. Prends Rice, tu le mets au Real Madrid actuellement aussi, avec la configuration de Carlo Ancelotti. Le match qui nous pond où il était incroyable avec Arsenal, c'est parce qu'il a son collectif, parce qu'ils sont complémentaires, parce qu'ils sont bien structurés, bien organisés. Tu prends Rice, tu le mets au Real, tu joues, tu verras que ça va être encore la débandade, ça sera n'importe quoi, parce qu'il y a un coach qui n'a pas de patte. C'est noté. En tout cas, Palme d'Or. On a beaucoup parlé de cette équipe du Real Madrid, mais on a peu parlé de cette équipe d'Arsenal. Il faut quand même parler de cette équipe-là. Ils ont remporté une victoire précieuse sur la pelouse du stade Santiago Bernabéu. Et beaucoup ne les voyaient pas être en mesure de revenir. Beaucoup les appelaient les Baby Gunners. Les Baby Gunners ont grandi. Les Baby Gunners ont montré tout bonnement à toute la planète entière qu'ils sont prêts. Ils sont prêts à aller loin dans cette compétition. Ils ont montré un caractère unique, un caractère que beaucoup d'équipes devraient s'inspirer, dont beaucoup d'équipes, quand même, telles que le Real Madrid, devraient s'inspirer. Parce que le football, comme le dit également Thibaut Courtois, il faut arrêter de balancer des ballons longs. Il faut jouer au football. Et Arsenal a joué au football. Mais tu vois, Parisien, lorsqu'on parle de Arsenal, je pense automatiquement à Will. Will qui était la risée de tout le monde dans TikTok. Finalement, est-ce qu'il n'a pas raison? Ce Arsenal que moi j'ai vu, attention, je suis impressionné. Et impressionné comment? Tu t'imagines? Déjà, pour la petite anecdote déjà, il faut savoir que Arteta, il a appelé quand même Pep Guardiola pour demander conseil déjà au match aller. Et il a dit encore au match retour, s'il est là où il est là, c'est grâce à Pep Guardiola. Donc ça veut dire qu'un adepte de Pep Guardiola, un individu qui a été quand même sous les bras de Pep Guardiola, ça veut dire beaucoup. Quand moi je vois cet Arsenal-là, comment ils sont organisés, comment ils se déplacent, comment ils aspirent le Real de Madrid. Des jeunes gamins que franchement je les ai vus jouer 2-3 fois, sans peur, ils prennent le ballon, ils regardent le Real en face, même si le Real joue avec le mental. Aujourd'hui, c'est nous qui avons le mental. Franchement, il faut dire chapeau à Arsenal et je passe par là pour dire attention au PSG. Même si Thomas Partey, il a été un peu naïf, il a pris un jaune et il sera absent au retour, PSG, ne négligez pas Arsenal. Méfiez-vous de Arsenal. Ils savent de quoi ils sont capables. Ils montent sur le terrain et ils récitent les gammes. Ils font pas de l'à peu près. Et même s'ils croyaient le Barça, j'allais vous dire pareil. Je dis toujours, Dieu merci, c'est Inter, je crois. Même si on me vend Inter comme une équipe qui ne prend pas de but, mais défense, tout ça là qui fait peur, je préfère croiser Inter que de croiser Arsenal. C'est noté. Et toi, Stéphane, est-ce que tu es d'accord? Parce que là, il nous dit, Palme d'Or, il préfère croiser cette équipe de l'Inter Milan avec son FC Barcelone, avec le maillot qu'on voit derrière, plutôt que de croiser cette équipe d'Arsenal. Toi, qu'est-ce que tu en penses que cette équipe d'Arsenal, quand même, ait remporté 2 victoires face au Real Madrid, malgré que beaucoup de gens disent que le Real est malade, mais n'empêche que quand même, il faut le faire. Il faut le faire. Je pense que comme arrêter souvent de mettre une sorte de magie derrière cette équipe cette saison-ci. Cette saison-ci, la magie n'a pas existé. On l'a vu dans les matchs en Liga. Ils avaient du mal. Même les remontades qu'on faisait les saisons précédentes, c'était prévisible. Ça se sentait que ça arrivait parce que justement, il y avait des points sur lesquels on pouvait s'appuyer. Cette saison-ci, la pseudo-remontade qu'ils ont essayé de faire, j'étais sceptique parce que j'analyse le football, je regarde, je suis fanatique, mais je reste quand même dans la réalité. Je ne vais pas rester dans l'utopie à chaque fois. Donc, cette saison-ci a arrêté. C'est tout comme Manchester City. Cette saison-ci, Manchester City ne valait rien du tout. Tout comme ce Real City ne vaut rien cette saison-ci. Donc, à domicile, on ferme le stade, on fait tout ça, c'est rien ça. Tu ne joues pas au football, tu passes ton temps à balancer les ballons et tu dis que c'est la magie, c'est le stade. Faut arrêter les conneries à un moment donné. Cette équipe d'Arsenal, si elle joue face à un Real Madrid, pour moi, je trouve qu'elle est dénaturée, déstructurée, pas du tout organisée. Donc, du coup, si je comprends bien pour toi, l'équipe d'Arsenal, franchement, n'a pas été si exceptionnelle que ça.
Non, c'est pas ce que je dis. Il faut faire attention à ce que je dis. Je dis simplement que cette équipe d'Arsenal a joué face à une équipe du Real Madrid qui était dénaturée, désorganisée, déstructurée. Une équipe qui n'avait pas ce qu'on appelle un fond de jeu. Donc, en gros, tu peux avoir comme je disais tout à l'heure, tu peux avoir des grands noms, des bons joueurs très forts individuellement, mais tant que tu ne joues pas collectif, tu n'as pas une structure, un fond de jeu, tu peux te faire battre par n'importe qui. Ça se voyait dans les matchs de Liga. Ils avaient du mal. Face à des équipes moyennes, banales, ils avaient du mal. Alors qu'il y avait des Mbappé sur le terrain, Bellingham, c'est tout. Donc, aujourd'hui, là, Arsenal s'est tout simplement amusé. Pour moi, c'était un match de décrassage pour Arsenal. Je pense qu'ils n'ont pas forcé leur football. Arsenal n'a pas forcé son football. Quand tu regardes le match aller, c'était plutôt, c'est vrai qu'au début du match, ils ont fait beaucoup d'erreurs défensivement, le temps qu'ils ont dans le match réellement. Mais après ça, à partir de, je sais pas, la 20e minute ou la 15e, 20e minute, au match aller, en premier mi-temps, jusqu'à la fin du match en deuxième mi-temps, au match retour. Il y a pratiquement pas où le Real était. Le Real passait son temps à balancer le ballon à Vasquez, vas-y centre, balancer le ballon à la bas centre, Fran Garcia centre. Il passait le temps à aller gauche à droite, on balance à gauche, à droite. Il n'y a aucune percée, il n'y a aucun déséquilibre, il n'y a rien, aucun fond de jeu, aucune structure, aucune organisation. Même quand il faut faire les appels, il n'y a rien. Oui, mais où est-ce que tu places Arsenal dans tout ça? Parce que tu m'analyses beaucoup le Real, mais tu me dis pas beaucoup sur Arsenal. Justement, c'est pourquoi je suis en train de te faire comprendre que pour moi, Arsenal n'a pas sorti son jeu. Arsenal n'a pas sorti son jeu, ils n'ont pas fait les efforts. C'est ça que je te dis, c'est pourquoi je te dis que pour moi, Arsenal a tout simplement, ils se sont amusés. C'était un match de décrassage pour eux. Un match comme ça face au Real, pour moi, je pense que pour eux, ça ne vaut même pas un match face à Liverpool en Premier League. Ça ne vaut pas un match face à un Cador en Premier League. C'était un match de décrassage. Pour moi, ils jouaient clairement comme peut-être un 11e ou un 12e. Et même encore, parce qu'un 12e, un 11e en Premier League, je pense que ça va être encore beaucoup plus, il doit avoir encore beaucoup plus d'adversité. Hier, ce Real était inoffensif. Deux frappes cadrées, vous vous rendez compte, deux frappes cadrées. Mbappé, zéro frappe. Donc, à un moment, zéro frappe cadrée. À un moment donné, on se pose pas les questions. Ce Real n'était pas dangereux, c'était un tout petit chat. Certes, ils étaient virulents dans les duels, mais quand on parle de dangerosité apportée sur le match, il n'était pas dangereux. Donc, c'est pourquoi je ne peux pas dire que Arsenal, pour moi, ils méritent leur qualification parce que pour moi, ils ont joué leur football, mais ils n'ont pas forcé leur football. Maintenant, je vais finir en disant que par rapport à la confrontation face à Arsenal, face au PSG, pardon, arrêtez ça très vite. Arrêtez ça très vite. L'équipe du PSG, faut pas qu'on se leurre par rapport à la dernière confrontation qu'ils ont eu à Aston Villa, là. Ils vont se réveiller. C'était un petit moment d'inattention. Ils vont se réveiller. Et je pense que ce n'est pas, parce qu'il faut regarder bien le match PSG-Arsenal lors des phases du classement et tout ça. C'est pas, les buts d'Arsenal ne sont pas non plus, c'est pas des buts non plus travaillés, c'est les erreurs de Donnarumma placement et tout. Et Donnarumma doit pas faire des erreurs tout le temps. D'ailleurs, qu'on voit qu'actuellement, il commence à prendre confiance. Et surtout, il y a un PSG qui est beaucoup plus en réussite et beaucoup plus imprévisible. Et en réussite, surtout, encore, je précise. Donc, aujourd'hui, je pense très clairement que pour moi, et rien que pour moi, le PSG reste favori face à Arsenal. Mais, ce qui est bien, c'est que cette équipe d'Arsenal-ci est quand même assez compacte défensivement. Et je pense qu'il y a une équipe qui a même de pouvoir les déstabiliser parce que ce Real Madrid n'apporte aucun danger. Par contre, le PSG, c'est très chaud offensivement. Il va falloir que Arsenal vraiment fasse vraiment, vraiment fort. Maintenant, je finis en disant que Pandore, arrête de nous mentir, ne nous maman pas ici là. Quand tu me dis que tu préfères Arsenal, que tu préfères Inter de Milan par rapport à Arsenal, laisse-moi, il y a de fortes chances que Milan soit en finale. Hein? Je finis sur ça. Tu réponds à ça, Palme. Donne-nous un petit mot d'avant. J'ai quand même envie de dire à Stéphane que s'il a trouvé son Real inexistant, inoffensif, c'est grâce à un Arsenal qui a su inhiber ce Real de Madrid-là. C'est aussi simple que ça pour moi. Et ce qui est dangereux sur Arsenal, peut-être vous ne le voyez pas vraiment, c'est l'une des équipes en Europe qui peut te faire transition rapide, qui peut te fisser et jouer bien le jeu. C'est une équipe aussi qui peut répondre à l'impact physique. C'est une équipe qui peut bien défendre, rester compact derrière. Je l'ai vu contre le Real. Quand le Real balançait tous les ballons, ils étaient derrière et on renvoyait systématiquement les ballons, ce qui a valu même le deuxième but là. Et c'est une équipe très forte dans les balles aériennes comme au sol. Elle est très l'équipe là, on verra bien. C'est noté, l'équipe là, on verra bien. C'est le mot de la fin pour Palme d'Or. Quand on regarde
l'analyse de nos jurés, de nos analystes. On avait sermonné 3 grandes personnes dans cette équipe du Real Madrid. On avait sermonné Kylian Mbappé. On avait sermonné également Ancelotti, mais également le président Pérez. Et pour certains, pour Palme d'Or, la responsabilité, elle est du côté du président. Mais pour Stéphane, la responsabilité, elle est plutôt globale. Cela a également contribué pour Palme d'Or à améliorer, à ce Real Madrid un peu dans la douleur hier en matière de réalisation de la performance. La remontada n'a pas eu lieu parce qu'également Arsenal est également présent. Arsenal avait faim. Arsenal voulait absolument partir avec une victoire. En tout cas, si on retient quelque chose, c'est que une équipe, c'est un collectif, une équipe, pas des individualités. Bravo à Arsenal pour une victoire qui, je pense, restera dans la mémoire collective ici. Arsenal n'a jamais perdu par cette équipe du Real Madrid. Merci en tout cas Stéphane, merci à Palme d'Or. Une vidéo, comme d'habitude, avec un grand plaisir. Ciao. Merci Parisien.